Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Ce podcast est soutenu par une entreprise dont je suis fan et que je suis depuis longtemps, Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels, avec ses marques engagées qui reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète. Mille merci à notre partenaire officiel. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences. Entrepreneur, directeur de la publication et cofondateur de la nouvelle et très jolie revue Native qui porte la voix des peuples racines, il a été président de l'ONG Chenduka ici et ailleurs pendant 10 ans et est cofondateur de Aluna Éditions. Mon invité est un homme engagé et curieux de tout. Il est avant tout un amoureux de la vie qui lui a permis de transcender un handicap de naissance en force de vie joyeuse et communicative. Le contact étroit avec les peuples racines et les différentes traditions d'Orient et d'Occident l'ont fait cheminer vers la voie holistique du cœur et du corps. Nous allons voir comment les liens des peuples racines au visible et à l'invisible peuvent nous inspirer. Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose Jean-Pierre Chometon. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Anne, bonjour aux auditeurs, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir, bonjour à toutes et à tous. Alors, on te présente souvent comme un amoureux de la vie, qui est aussi le titre de ton livre, et pourtant les épreuves ne t'ont pas épargné, Jean-Pierre. Ah bah ça a commencé par là en fait, puisque je suis né avec un handicap qui a été la suite de l'accouchement qui a été très compliqué de ma maman. Et donc Dame Nature m'a pourvu d'un handicap physique avec lequel j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui. Je retire tout de suite le mot lutter parce que j'entends beaucoup de gens qui sont dans la lutte contre ce qu'ils sont. Quand on a un handicap comme ça de naissance, il faut être avec et pas être contre. Donc ça donne quand même une ouverture et ça t'accompagne aussi, ça donne une philosophie de vie. Je serais pas du tout le même bonhomme sans ça, ça me paraît totalement évident, quoi. Qu'est-ce que ça t'a... à quel moment, en fait, dans ta vie, tu as eu envie de démarrer vraiment un cheminement plus profond et tu as eu cette soif d'une quête de sens presque insatiable, je pourrais dire. Oui, bah alors moi j'ai même l'impression, si tu veux, et ça m'a été confirmé par des médecins holistiques, on va dire, que c'est cet événement qui aurait ouvert quelque chose chez moi, en fait. Mais assez jeune, j'ai ce regard, quand j'ai 7-8 ans, j'ai déjà un contact très fort avec les éléments, la nature, comme si je percevais qu'il y avait une autre présence dans la vie que la présence qu'on perçoit habituellement. Et à 12 ans, je marche très mal. À un moment, je me mets à courir, alors que ce corps avait beaucoup de mal à courir. Et en courant, j'ai vraiment l'impression que le monde a une autre densité. J'ai souvenir en moi, c'est dans une rue, tu vois, on vivait dans une impasse près de Paris, et j'ai souvenir en moi de comme sentir la terre, l'énergie de la terre, les murs des immeubles qui émettaient quelque chose, etc. C'était extrêmement étonnant comme impression. Et c'est ça qui était fondateur chez moi. Cette expérience à 12 ans a ouvert un questionnement. En fait, ce que j'en ai tiré, c'est il y a une autre vie derrière la vie, en fait. C'est les mots qui venaient chez cet enfant à 12 ans, quoi. Hmm. Et cette chair, tu dis qu'elle est vraiment celle de la présence divine, hein, qui est cette chair qui a porté des souffrances. Et tu parles de ce corps de sensation. Qu'est-ce que c'est pour toi, Jean-Pierre? Ah bah pour moi alors ça c'est un chemin de vie en fait. Euh, le plus simple c'est que je parle de l'expérience en fait. Je pense plutôt que rester sur la théorie. J'ai commencé la méditation à 18 ans, tu vois. Donc je me rappelle très bien la première fois que j'ai fermé les yeux et qu'on m'a demandé de sentir mon corps physique. Euh, Grâce au handicap et à la sensation que j'avais des difficultés dans mon corps, ce ressenti profond du corps a tout de suite été très aisé pour moi. J'ai vu chez mes confrères et mes consoeurs de chemin que c'était pas le cas pour tout le monde. Chez beaucoup, ça peut rester très intellectuel, une sorte de projection d'image du corps, mais c'est pas la sensation du corps. Et 40 ans après, en fait, ça continue. C'est-à-dire qu'il y a une profondeur, une vie dans le corps, une énergie, une subtilité très étonnante, une intelligence. Comme si on pouvait faire une sorte de dialogue en conscience entre ce qu'on pourrait qualifier d'être une énergie de l'attention, etc.,
et ce qui me constitue. Hmm. Quand je sens ma main, quand je sens mon corps, j'ai vraiment l'impression d'une, comme une sorte de symphonie en fait. C'est peut-être ambitieux comme mot, mais je vais le dire, comme une C'est sorte de joli. symphonie qui est à l'intérieur de soi, mais qu'on n'entend pas du tout, qu'on n'entend pas, qu'on perçoit pas en fait, parce que on est très branché sur l'extérieur. La vie d'un occidental, et là on parlera des peuples autochtones après, mais la vie d'un occidental fait qu'on est très branché sur le mental. On n'est pas à l'écoute de son corps, on n'est pas en contact avec son corps, voire on n'aime pas son corps. Alors que quand on envoie de l'amour à son corps, bah, il y a de l'amour à l'intérieur qui répond. C'est Toi, étonnant, tu hein. as appris à l'aimer, ce corps? Ouais, ouais, oui, même si ça a été très compliqué au départ, hein, puisque j'ai commencé à pouvoir marcher normalement tard, et aidé par des appareillages jusqu'à l'âge de 18-20 ans. Donc ça a toujours été compliqué. Mais j'ai jamais été en lutte contre ce qui me constitue. J'ai toujours... Ouais, j'ai profondément aimé... Il y a quelque chose qui est de l'ordre de ça. J'ai profondément aimé ce que je suis, en fait. Ce que je suis charnellement, je parle, hein. Oui. Voilà. Et j'ai vécu des expériences plus ou moins longues avec des handicapés. Alors des handicapés de naissance et des handicapés, j'allais dire, par accident. Et je vois chez beaucoup une lutte, un refus, notamment handicapés au cours de la vie. Je vois Hmm. beaucoup de gens qui sont on va faire un reset et ça va revenir comme avant. Et je leur dis non, mes amis, ça ne reviendra pas comme avant. J'ai une phrase dans mon bouquin où je dis le handicap n'est pas quelque chose que tu as, comme on pourrait avoir un rhume, ou on pourrait avoir notre petit virus actuel, c'est quelque chose que tu es, parce que ça te constitue de l'intérieur. Hmm. S'il te manque une main, s'il te manque quelque chose, si tu as une déformation du corps profond, et là je parle que de mon vécu d'handicap physique, hein, il y a aussi toute la partie handicap mental qui on pourrait parler, hein. Mais là j'ai Hmm, pas bien sûr. d'expérience là-dessus, quoi. Euh, Si tu es en lutte contre ça, en fait, tu es en lutte contre toi-même. Donc ça, Hmm. ça devient extrêmement compliqué. Tu t'acceptes pas, donc tu n'accepteras pas le regard de l'autre. Et donc toute ta vie va être à l'aune de ça, ça va être extrêmement compliqué, je trouve. D'ailleurs, on peut imaginer qu'on puisse faire ce parallèle pour tout le monde, même si on ne porte pas un handicap particulier. On est tous quelque part handicapés de nos émotions, du lien à soi, de nos peurs, etc. Et donc, ce que tu dis par rapport à la lutte, finalement, elle est valable pour tout un chacun. Je pense. Tu vois, dans les maîtres que j'ai rencontrés, dans les mentors que j'ai rencontrés, il y en a un qui dit, en fait, il faut accepter, il faut dire oui à ce qui est. Ça ne veut pas dire que je l'approuve. Il faisait une différence assez subtile entre acceptation et approbation. J'accepte ce que je suis, j'accepte que la situation est comme elle est, je suis à l'intérieur de cette situation, j'approuve pas que quelqu'un va attenter à mon corps, par exemple. Mais profondément, je l'accepte. Dans l'instant, je me rebelle, je peux me rebeller fermement, mais j'accepte à la fois ce qui m'arrive et la réaction qu'elle produit chez moi. Hmm, Ça intéressant. change quand même beaucoup l'énergie de ce qui se passe profondément et de ce qui Hmm, reste des événements qu'on vit, forcément, quoi. bien sûr. Regarde les gens Alors, qui ont vécu des traumatismes, par exemple aérien ou dans une voiture. Je vois beaucoup de gens qui ont un accident dans la vie et qui s'arrêtent à ça. Soit ça les ouvre, soit ça les détruit quelque part. Étonnant. c'est assez clivant. Hmm. Denis Marquet, qui est le préfacier de ton livre, hein, Itinéraire d'un amoureux de la vie, aux éditions Hanouna, il dit de toi, choisir, c'est s'engager, c'est ce que tu as fait. Alors, comment choisir la joie au-delà de l'épreuve? Ça semble difficile parfois. Ouais, je pense que ça c'est dans mon caractère profond, Anne. Parce que quand j'observe ma lignée, mes parents, mes enfants qui sont pas nés avec ça, tu vois, je sens quand même dans la lignée familiale quelque chose de joyeux, ouais, de profondément ouvert. Donc je pense que je suis né avec ça, tu vois. Donc ça m'a porté, ça m'a aidé. Euh, Comment le fabriquer, ça c'est une autre question. Euh, Il y a des moments où tu t'es dit, je me sens pas bien et pourtant j'ai envie de choisir la joie. Voilà, ah bah je il y a des pose cet moments où ça a acte. été extrêmement compliqué, si tu veux. Le rapport aux autres, alors notamment quand t'es petit, c'est assez surprenant en fait. Mais mes années les plus difficiles ont été la fin de l'enfance, vers 7-8 ans, jusqu'à l'adolescence, la fin de l'adolescence. Entre le regard de l'autre, le refus de l'autre, la moquerie de l'autre, le rapport aux jeunes filles qui était compliqué au départ, etc., si tu veux, quoi.
Hmm. Donc ces années-là ont été très compliquées, mais en même temps, j'avais une sorte d'élan à l'intérieur de moi qui me disait ça va aller, quoi, tu vois. Hmm. Et j'avais ma mère, des fois je m'en rappelle, en fait, qui me disait toujours on va y arriver. Parce que marcher était compliqué, parce que je portais des équipements orthopédiques, etc. Tu vois. Et je pense que ça joue aussi beaucoup quand tu as quelqu'un à côté de toi, qui est ta mère ou ton père ou un proche ou ton conjoint qui t'accompagne dans l'épreuve pour être là vraiment avec toi, ça change quand même fondamentalement ce qui se passe, quoi. Oui. Et puis après, tu as cette rencontre avec les peuples racines, et en particulier les Indiens Kogi. Je le disais en introduction, tu as été président de l'ONG Chenduka ici et ailleurs pendant 10 ans. Et donc, il y a cette rencontre qui se fait avec eux. À quel moment et comment ça se passe? Bah, en fait, l'intérêt pour les peuples racines, elle vient de loin chez moi. Elle vient de l'enfance et de l'adolescence, des lectures, des films, des documentaires. Ça m'a toujours posé question, posé un étonnement en fait, de me dire tiens, il y a encore des hommes sur la planète qui vivent dans la nature sans toutes nos références matérielles qu'on a nous, quoi, tu vois. Je parlais même des références d'un jeune homme il y a 40 ans qui n'étaient pas celles d'aujourd'hui, hein. On n'avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui, forcément, quoi. Hmm. Donc c'est ça qui m'a interloqué chez eux. Ça, c'était la première image. La deuxième image, ça a été leur présence, leur façon d'être au monde, leur façon d'être ensemble, leurs paroles. J'ai lu assez vite un bouquin qui s'appelle Pieds nus sur la terre sacrée, par exemple, qui m'a Hmm. énormément impressionné. Je devais avoir 20 ans, quoi. Et puis après, j'ai fait ma vie de jeune homme, d'homme, etc. Et puis un beau jour, les hasards de la vie, hein, un ami, mon médecin acupuncteur me dit un jour, tiens, la semaine prochaine, je vais à une conférence à Toulouse des Indiens de Colombie. Pof. Et je me retrouve dans un amphithéâtre d'un lycée ou d'une fac à Toulouse. Et c'est le fondateur de cette association, Éric Julien, Hmm. qui faisait un tour de France avec un jeune Kogi qui était probablement pas un chaman, qui devait être un chaman en formation. Et j'étais extrêmement impressionné par la présence du jeune, en fait. Par les propos, par ses propos aussi, mais au-delà de ses propos, par le non-verbal, je dirais. C'est ça qui m'a toujours impressionné chez eux, en fait. Les paroles et le non-verbal, c'est-à-dire cette sorte de présence qu'ils ont, de présence dans l'instant, de présence aux autres, de présence à la situation, de présence au monde. Et aussi, bien sûr, un autre regard sur ce qu'est notre monde. Nous, on aurait un regard essentiellement matérialiste et comment dire ça, scientifique. Et eux, ils ont un regard beaucoup plus global, beaucoup plus holistique. Hmm. Euh, Même me concernant, un jour, j'ai fait quelques soins avec des amis chamans. Je parle là de soins énergétiques sur mon corps. Et ce qu'ils émettent comme propos est quand même assez diamétralement différent de ce qu'émet. Et je remercie les médecins occidentaux qui m'ont accompagné, hein, c'est pas le sujet. Mais ils me regardaient pas comme quelqu'un qu'on dissèque et dont on s'occupe que d'une partie et qu'on essaye de soigner cette partie-là. Il y avait un regard global sur Jean-Pierre et ses énergies qui donnait une approche très très différente. Donc c'est un ensemble de choses. Oui, c'est un vrai charisme en fait, c'est ça? Ah oui, on peut dire ça comme ça si tu veux. Un vrai La charisme. première fois que j'ai vraiment vu les Codis, parce que cette première rencontre, ça a été rapide, mais je me suis intégré dans l'association, adhérent, administrateur, etc. Et en 2004, Eric m'a proposé de recevoir les Codis à Toulouse, donc j'ai passé une semaine avec 3 chamans. Miguel, Marcello et Marco, ça reste une semaine hors du temps, si tu veux. Par leur présence, par leur humour, j'ai des souvenirs de rigolade avec eux, si tu veux. Ça, je m'attendais pas vraiment à ça, tu vois. Ils ont un sens de l'humour absolument incroyable, dans l'instant, et une sorte de sens de la situation. Et pourtant, ils ont un regard sur le monde qui est sévère, qui est objectivement sévère, quoi, sur notre monde et sur où on va ensemble, parce qu'on les a emmenés dans notre aventure, en fait, hein. La modernité occidentale a emmené l'ensemble de la planète dans cette aventure, quoi. Et eux, ils en voient les méfaits et les conséquences sur leur montagne en Colombie. Et là, je parle de 2004, on parle même pas de 2020, mais déjà en 2004, ils disaient ça va chauffer, ça chauffe, les neiges éternelles fondent, les rivières sont impropres, les oiseaux meurent, on a des maladies qu'on comprend pas. Hmm. Tu vois.
Qu'est-ce qu'ils peuvent nous enseigner aujourd'hui, ces peuples racines, hein? Tu as fondé, tu es directeur de la publication de ce joli magazine, je le disais en introduction, Native, où vous transmettez aussi ces enseignements. Mais globalement, est-ce que tu peux nous dire ce qu'ils peuvent nous enseigner? C'est vrai que parfois, on peut avoir tendance aussi un peu à les idolâtrer, peut-être à les voir comme une société parfaite. Et en même temps, ils ont un mode de vie qui n'est pas forcément adapté à la façon dont on a été élevé et notre environnement, nos conditionnements, nos croyances. Donc comment est-ce qu'on peut s'inspirer d'eux sans pour autant être exactement comme eux? Ça me paraît difficile. Être comme eux, de toute façon, c'est pour moi totalement illusoire. On n'a pas le même chemin, ni collectivement dans l'histoire des groupes humains qui nous constituent. Donc nous occidentaux, européens, on a notre histoire qui nous a amenés là. Eux, ils ont un autre chemin, une autre histoire. Donc imaginer qu'on puisse les rejoindre me paraît Hmm. impossible, clairement, quoi. Par contre, ils peuvent nous amener des réflexions. Moi, ce qui m'a le plus frappé, si tu veux, c'est une question qui, au départ, tu ne l'entends pas parce qu'elle te paraît tellement évidente et tellement facile. C'est la question du pourquoi, en fait. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous avez aussi loin dans la transformation et l'exploitation de la nature sans vous rendre compte qu'en faisant ça, vous esquintez la nature, voire vous êtes en train de la tuer, et qu'en tuant la nature, vous allez tuer les conditions de vie sur la planète. Ça pour moi, ça a été une interrogation très forte. Et je trouve que le socle de leur connaissance, pour moi, je dirais ce qui les caractérise le plus, c'est cette non-séparation entre eux et la nature. Ils sont la nature. Ils sont consubstantiels à la nature. Et nous, on a tout fragmenté, avec des succès incroyables. Si je suis debout avec mon problème de handicap, c'est grâce à la chirurgie occidentale, à la technique occidentale. Donc il y a des progrès qui sont remarquables. Mais on n'a plus de vision globale, en fait. J'ai cette impression depuis 40 ans, et là, ça va pas en Hmm. s'arrangeant, je trouve pas. On a perdu totalement la vision globale. Donc on sait plus pourquoi on fait les choses. Notre monde a perdu cette notion de sens, cette notion de globalité. Alors la notion de spiritualité, elle est en train de revenir, mais elle a quand même été très très évanescente pendant des années et des années. Parce qu'on a mis, alors on met des mots dessus, hein, on met le mot société de consommation, ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est vrai que on a mis la matière au cœur de tout, et on n'a pas mis le vivant, et on n'a pas mis l'amour au cœur de notre vie, en fait. Oui, alors je rappelle qu'on compte quand même près de 5000 peuples racines à travers la planète, ce qui représente 370 millions de personnes, et qui vivent dans des territoires qui représentent 80% de la biodiversité. Donc ça, c'est des chiffres que vous donnez aussi sur le site de Native. Comment ils peuvent nous aider à renouer avec l'essence même de l'humanité, cette conscience de l'interdépendance de toute chose, en fait? Je crois que ça peut être un chemin qui est à la fois individuel, c'est-à-dire chacun peut faire ce chemin, hein. Chacun peut aller regarder, j'allais dire, à l'intérieur de soi et dans sa conscience, qu'est-ce qui le meut, qu'est-ce qui le bouge profondément, ce vers quoi il veut aller. Et puis collectivement, là, c'est plus compliqué. Individuellement, déjà, c'est pas très simple de faire son chemin de prise de conscience, etc., etc. Collectivement, c'est extrêmement complexe, je trouve. Parce que on, on est dans une sorte de société qui est complexe. J'ai l'impression d'avoir une sorte de pôle. Donc dès qu'on veut toucher une pièce, tout bouge. Euh, donc il faut reprendre. Pour moi, il faut essayer de remettre le vivant au milieu, quoi, en fait. C'est très compliqué parce que notre paradigme, c'est pas là-dessus qu'on l'a construit ces dernières Hmm. années, quoi. Mais eux, ils nous appellent à ça. Ils nous appellent à ça parce qu'ils disent, grosso modo, si vous continuez comme ça, dans quelques décennies, même si la notion de temps chez les peuples racines n'est pas la même que la nôtre, hein, mais dans quelques décennies, les conditions de vie sur la planète deviendront très compliquées pour une espèce comme l'humain, quoi. Donc comment faire? C'est reprendre contact avec le vivant sous toutes ses formes. J'allais dire comme on peut, comme on est. C'est à la fois son corps, ce qui constitue l'individu que je suis, mais c'est aussi tout ce qui est extérieur à moi. Ce que nous on appelle la nature, les arbres, les plantes, les pierres, tout ça c'est vivant. Dans le message des autochtones, moi ce qui des fois me sidère, c'est quand je les entends dire par exemple,
tout le vivant est interconnecté, tout le vivant dialogue entre eux. Ça, on l'entend très bien, tu vois. Et là, ils te disent, mais dans une forêt, les arbres dialoguent entre eux. Ils disent ça depuis des centaines d'années. Nous, on commence à comprendre par des travaux scientifiques qu'effectivement, a priori, les arbres ont des systèmes de communication très intelligents, etc. Mais ils te disent, les lacs font la même chose. C'est-à-dire que les lacs sur la planète dialogueraient entre eux. Et après, ils te disent, et les planètes dialoguent entre elles. Et eux, ils sont là-dedans. Et c'est là qu'on peut aller vers l'invisible, Anne, si tu veux, puisque c'est un peu aussi un des thèmes que tu veux évoquer. C'est-à-dire qu'ils ont cette capacité de connexion, moi j'ai l'impression très naturelle chez eux, avec des choses qu'on ne voit plus. Alors par exemple, dans ces liens à l'invisible, toi tu as fait une expérience de chamanisme ou plusieurs expériences d'état de conscience modifié ou à travers l'ayahuasca ou enfin, d'une manière ou d'une autre. Oui, 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 jamais avec des plantes, en fait. On pourrait plutôt dire que j'ai fait des expériences dans des états de... Alors, j'aime pas le mot état de confiance De modifié me va transe. pas. Moi, j'aime mieux parler d'élargissement de Mhm. la conscience, en fait. D'élargissement du champ de la conscience. Mais ça, c'est un mot, en fait, hein, c'est pas grave. Effectivement, oui. Oui, oui, alors que ça soit avec eux, au sens peuple autochtone, ou dans d'autres circonstances, avec d'autres amis, etc. Et quand tu as vécu ces expériences-là, j'allais dire, ouais, faut les vivre à la fois de façon un peu sérieuse, pas faire ça comme on ferait une sorte de folklore, pas faire ça comme je sais pas quoi, tu vois, c'est pas une séance de cinéma en fait, hein. Donc un peu sérieuse, Se préparer. et puis, ouais, ouais, il faut une certaine maturité, quoi. Quand je vois des jeunes occidentaux s'envoler pour les contrées lointaines de nos amis chamans et aller faire des stages de 15 jours sans aucune préparation, je me dis waouh, comment ils Oui, vont bon, venir, là en quoi. ce moment, on peut plus trop voler, donc à la limite. Voilà, donc maintenant. Mais effectivement, moi j'ai eu cette chance de rencontrer différentes personnes qui m'ont accompagné dans ce chemin de découverte. C'est un chemin sans fin en fait, parce que la vie est un chemin sans fin. Donc, mais plusieurs fois dans la vie, j'ai été en face de ah, ce qui est là est vivant et j'ai un contact vivant avec le vivant, la plante, l'arbre, la pierre. Ça peut être aussi lors d'un repas, par exemple. Est-ce que je mange comme un robot ou est-ce que je mange en conscience, en percevant l'intégralité des substances qui me sont proposées, des saveurs, etc., etc. Parce qu'en en fait, quand je mange, c'est quoi? C'est je suis du vivant et je suis en train de manger du vivant. Et ça, je le perçois pas habituellement, voire pas du tout, Hmm. quoi. Donc c'est vraiment cet élargissement de la conscience dont tu parlais à l'instant que ça t'a apporté. Qu'est-ce que ça a changé d'autre dans ta vie, en fait, ces expériences, Jean-Pierre? Oh, ça a changé beaucoup de choses, forcément, Anne. Ça a changé beaucoup de choses dans mes perceptions de la vie. Ça a Je pense que sans ça, je ne serais pas dans la création native, dans cette maison d'édition autour de la spiritualité, etc. Ça a changé mes propos, ça a changé, oui, ma façon d'être au monde, je dirais, et d'être à moi-même. Hmm. Parce que cette perception interne du vivant qui me constitue change en elle-même, ce changement de perception amène un changement aussi de la perception extérieure. Je ne perçois pas les mêmes choses en étant attentif et en étant présent aux choses qu'en passant devant, en pensant que j'ai passé de l'iPhone 9 à l'iPhone 10. Bien sûr. C'est quoi l'invisible pour toi? L'invisible, pour moi, c'est un très vaste champ, en fait. On pourrait dire c'est tout ce qui n'est pas tangible dans la matière, mais ça va très très loin, en fait. Euh, L'invisible, en fait, je dirais, c'est ultimement, c'est quelque chose, c'est une totalité qui constitue le vivant. Le visible et l'invisible. C'est comme si c'était une sorte de pièce de monnaie ou de bâton qui était indissociable. Quand on est amené à dialoguer et à sentir les choses dans la matière que sont une pierre
ou un arbre et sentir la vibration, l'énergie qu'il constitue, et éventuellement d'initier un dialogue avec lui, c'est une chose. Mais à la limite, l'arbre ou la pierre, elle est devant toi. Mais quand tu te mets à dialoguer avec, par exemple, un contact avec les gens qui sont disparus, de ta famille ou d'autres familles, là on est sur un champ, ils sont plus là physiquement, ils ont disparu, quoi. Ils sont sous terre d'un point de vue physique. Et pourtant quelque chose est possible. Le corps peut être une porte d'accès justement à soi et à l'invisible. Ça a été ton cas, toi, Jean-Pierre? Ah bah pour moi totalement, totalement. Par cet handicap, j'ai un contact avec mon corps naturel depuis que je suis tout petit en fait, hein. Donc mon chemin c'est le corps, forcément. Le corps, l'intérieur du corps et les corps, pour reprendre des considérations plus spirituelles, les corps qui me constituent en fait. C'est là que pour moi ça se passe, et c'est par une attention, une présence, un sentir au corps que les choses se passent pour moi. Mm. Et le corps étant très intelligent, en même temps, c'est là que je disais qu'il y a un dialogue, c'est-à-dire que le corps sent plein de choses. Quand on a cette chance d'être connecté, en fait, moi j'ai cette sensation de me dire, en fait, tout est là tout le temps, on reçoit plein de messages. J'ai donné un exemple tout bête. Il y a un mois, j'étais en train de me garer dans Toulouse. Le matin, je cherchais une place. Et je passe par un endroit où j'ai pas l'habitude de passer. Et je rentre dans cette rue, et en fait, au moment où je suis rentré dans cette rue, il y a eu quelque chose de négatif qui a été émis. Un nom très clair, tu vois. Et je me suis garé dans cette rue. Quelque part, j'ai pas écouté ce qu'on m'a dit, tu vois. Qui venait de je ne sais où, hein. Le soir, je suis rentré, la voiture était esquintée. Quelqu'un avait cassé une vitre, était rentré à l'intérieur, mais m'avait volé des objets. Mm. Étonnant. Donc, on- je pense que notre capacité ou notre possibilité, c'est dans l'écoute. Je crois qu'en fait, on a plein de capacités qui existent. Alors, on peut faire du yoga, on peut faire tout un tas de choses pour accompagner les choses et rentrer là-dedans. Mais sans ça, en fait, moi, j'ai cette expérience, parce que c'est pas une sensation, c'est une expérience. En fait, on peut recevoir plein de messages du vivant. Le tout est de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Et tout ça aussi avec vigilance et bienveillance, parce que là-dedans, il n'y a pas que des choses positives pour moi. Tu dis que il s'agit d'entendre, enfin, tous tes mouvements et souplesse en fait pour se maintenir en harmonie dans le vivant. C'est quoi cette acquisition de la souplesse et de cette conscience du mouvement en nous? Bah, pour moi, c'est ce que disent les bouddhistes et ce que disent nos amis les autochtones sur l'impermanence du monde, en fait. Tout bouge tout le temps. Et nous, on a une vision d'un monde solide et matériel et plutôt immobile. Ben non, tout bouge. Les physiciens quantiques nous disent que même un meuble en bois bouge totalement, quoi. Et donc, si on a une posture qui part de ce principe-là que tout est immobile, on a une posture qui est extrêmement rigide. Je veux aller à tel endroit et je passe par tel chemin. Manque de peau, dans l'océan, avec les courants, le vent, les problèmes du bateau, etc., je ne vais pas me retrouver du tout à l'endroit où je pensais. Je fais quoi de ça? Je fais quoi du fait que la vie m'emmène à des endroits où j'ai pas imaginé aller? Je les refuse, je les accepte, j'en tire profit, je continue mon chemin, j'ai quand même un objectif d'aller quelque part, C'est exactement ce etc., qui se passe etc. en ce Est-ce que moment, ça hein. reformate mon objectif? C'est exactement d'ailleurs ce Comment? qui est en train, pardon, je te coupe, mais c'est exactement ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que on avait une ligne de conduite, souhaitée ou non souhaitée, mais en tout cas, voilà, elle est mise au tapis et donc on n'a pas envie de ce qui se passe et en même temps, on doit quand même l'accueillir. Bah, c'est exactement ça, hein. Je peux ne pas accepter d'être confiné, tu vois, parce que ça peut être très inconfortable pour plein de gens. Et en même temps, qu'est-ce que j'en fais? Si c'est vraiment quelque chose qui s'impose à moi et que j'ai pas le choix, est-ce que je lutte tous les jours en permanence? J'ai eu une discussion hier avec des amis qui me sortaient, mais finalement on va retomber dans une prison. Et je leur ai dit, les mecs, si vous partez en confinement pendant un mois avec cette image d'être dans une prison, en plus chez vous, bah, je vous souhaite du plaisir, je leur ai dit, tu vois. Ah oui, c'est sûr. En même temps, on n'a pas envie de se résigner non plus quelque part, parce que parfois l'acceptation peut être une forme de résignation chez certains. Mais moi, j'ai vu, par exemple, pendant la première période de confinement, chez plein de personnes avec qui j'ai discuté,
que le fait d'arrêter de bouger, moi le premier d'ailleurs, c'est-à-dire que je suis quelqu'un d'assez à l'extérieur physiquement, voiture, avion, déplacement, etc. Donc pendant 6 semaines, tout ça on oublie. Le fait de se poser dans le calme. Alors effectivement, j'ai des conditions de vie qui sont bonnes, hein. Donc c'est peut-être relatif ce que je vais dire. Mais le fait de se poser dans le calme et dans l'immobilité, ça ouvre à l'intérieur de toi des champs que tu vas pas voir d'habitude. En fait, on est tellement pris dans notre vie ordinaire qu'on en oublie ça. Voilà, et on est obligé d'aller faire des stages pour aller se mettre au calme en forêt amazonienne, au fin fond de je sais pas quelle forêt européenne, pour aller faire des stages. Mais on peut faire ça à la maison tout seul, en fait, hein. Là, on en a l'occasion. En fait, c'est quelque part, c'est comment je tire du plus de quelque chose qui me paraît vraiment négatif, en fait. Chez les peuples racines, cette reliance au grand tout et donc l'acceptation de la dualité ou de la non-dualité est plus présente. Elle est culturelle, je pense. Elle est organique, spirituelle. Elle est dans l'ADN qui les constitue, en fait. Là, on a vraiment à apprendre d'eux à ce niveau-là. Ah bah je pense, parce que moi l'impression que j'ai depuis 40 ans, ce que je t'ai pas dit Anne, mais ce que je peux dire aussi, c'est que je suis arrivé dans ce chemin avec les peuples autochtones aussi au travers d'un cycle professionnel autour des problématiques du développement durable. J'ai été directeur de développement durable d'un groupe pendant des années, dans les années 95-2000. Et ce double chemin, peuple-racine, et de voir comment nous on prenait ce problème du développement durable, j'allais dire de travers, parce que on est déjà pas d'accord sur le constat. On ne comprend pas, j'allais dire physiologiquement, humainement et spirituellement, que nous sommes la nature. On s'est séparé de la nature. On prend la nature pour un objet. On l'appelle l'environnement. Donc déjà dans la posture de départ, pour moi, on n'est pas juste dans la posture de départ. Il faut vraiment qu'on se mette d'abord d'accord sur le constat de c'est quoi le vivant, c'est quoi l'humain. Parce que sur ça, on ne comprend pas. On va continuer à déforester la planète, à sortir tout le pétrole de la planète et à produire encore des milliards de tonnes de CO2. Sauf qu'à la fin, il va rester quoi? Il y a plein de phrases d'Amérindiens qui disent ça d'ailleurs, hein. Il y a un chef indien qui disait c'est quand vous aurez coupé le dernier arbre et bu la dernière rivière que vous comprendrez que l'argent ne se mange pas. Il disait ça il y a 150 ans. C'est ça que j'adore chez eux, c'est qu'ils ont une sorte d'humour dans leurs propos et ils te disent des choses extrêmement sérieuses avec le sourire. Je me rappelle d'un chaman dans la voiture. À un moment, on voit arriver des voitures sur des camions d'un côté de la route, de l'autre côté de la route, les deux routes étant totalement bouchées, et t'as le chaman qui te dit vous pourriez pas les laisser tranquilles de temps en temps vos bagnoles. Alors qu'ils vivent dans la nature, ils ont aucun objet, mais ils se rendent compte qu'en fait on a créé tellement de choses, tellement de voitures, tellement de machins, tellement de trucs qu'à un moment on bloque tout. Oui, et puis c'est vrai que l'humour, c'est souvent aussi à ça qu'on reconnaît les grands maîtres. On est d'accord. On Oui, arrive, d'accord. Ouais, Jean-Pierre. bon, il faut essayer de garder aussi de la légèreté dans tous ces Bien propos, sûr. hein, dans tous nos propos. Voilà. Jean-Pierre, on arrive à la fin de ce podcast. J'aimerais te poser cette dernière question. Quelle est aujourd'hui ton espérance pour le monde? Ah bah, Peut-être en lien avec ce qu'ils t'ont transmis, justement. ouais, mon espérance, c'est qu'à un moment, l'humanité, quelque part, se réveille. Quand je dis se réveille, moi j'ai vraiment cette sensation que on avait ce savoir-là avant ici. C'est-à-dire que quand les quelques écrits qui restent de nos anciens, prenons les druides par exemple, on voit qu'on avait ce savoir de la compréhension que la vie était une en fait. Et on a segmenté la vie parfait. Ça a amené un monde de spécialités remarquables, etc. Comment on pourrait réintégrer ça en fait? Mon rêve, s'il y en a un, Anne, ça serait comment réintégrer notre vision de technicien euh, et de transformateur de la matière dans une vision plus globale, plus holistique, qui nous permette du coup d'avoir plus de sens dans les actes qu'on fait, quoi, individuellement et Mm. collectivement.
Ce qui est une gageure aujourd'hui. C'est un rêve, une utopie. Oh, écoute, il y a des utopies positives et réalistes et on va mettre cette intention en conclusion de ce podcast. Merci infiniment Jean-Pierre Chemeton. Je rappelle qu'on peut retrouver ton livre Itinéraire d'un amoureux de la vie aux éditions Aluna, alunaédition.fr, et Native, le premier média grand public autour des peuples autochtones, des peuples racines. On peut retrouver sur le site internet www.revue-native.com. Merci Jean-Pierre. Merci Anne et merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Merci beaucoup à notre partenaire Léa Nature, une entreprise engagée de nature depuis 27 ans, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire, cosmétiques, diététique et santé. Je rappelle que les marques bio du groupe Léa Nature reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences.